Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons sur la table un sujet qui secoue vraiment l'Europe. De quoi s'agit-il? Nous parlons d'un document sorti de Bruxelles qui met une pression politique immense sur Berlin et plus précisément sur Friedrich Merz, le chef de la CDU. Le cœur du problème, c'est une nouvelle proposition d'aide, encore des milliards pour l'Ukraine. Sauf que cette fois, cela vient percuter de plein fouet les réalités budgétaires et sociales en Allemagne. C'est exactement cela. Et pour analyser cela, nous avons plusieurs sources. Des analyses qui se basent sur des informations publiques qui décortiquent ce fameux document de la Commission. Mais nous avons aussi, et c'est cela qui est fascinant, les accusations explosives d'un homme politique italien. Et quand on met les deux côte à côte, l'image qui se dessine, c'est celle d'une tension qui n'arrête pas de monter, une tension qui pourrait même fissurer l'unité de l'Union. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre ce fossé qui se creuse entre les décisions prises à Bruxelles dans les hautes sphères et la vie quotidienne des gens. Nous allons voir ce que cela signifie pour la politique allemande, qui est toujours un peu le baromètre de l'Europe, et pour la cohésion de l'Union européenne. Alors, décortiquons cela. Ce document interne de la Commission européenne, que dit-il vraiment? Nous parlons de nouveaux engagements financiers à long terme, de milliards supplémentaires pour la stabilisation de l'Ukraine. À première vue, c'est la continuation de la politique actuelle, non? En surface, oui, on pourrait dire que c'est la suite logique, mais il faut regarder les détails et surtout le contexte. C'est toujours le contexte qui est clé. Exactement, d'abord, c'est pas une proposition de loi formelle, c'est ce qu'on appelle à Bruxelles un non-paper, un document de travail en quelque sorte. Il circule pour sonder les capitales, Mais attention, ça fuite dans la presse, c'est pas un accident, c'est un outil de pression politique très classique. et puis il y a le timing. Le timing est chirurgical. La proposition sort juste après le discours de Zelensky à Davos, où il a très clairement critiqué les hésitations européennes. Et juste avant des votes importants en Allemagne, juste avant des votes cruciaux au Bundestag, Donc la pression sur Berlin est maximale et totalement intentionnelle. c'est un ballon d'essai qui est en fait une sorte de mise en demeure. Et Friedrich Merz se retrouve en plein milieu. D'un côté, comme chef de la CDU, il doit afficher son soutien à l'Ukraine, à la ligne européenne. C'est la posture attendue. Absolument. Mais de l'autre, sa base électorale et même beaucoup d'Allemands commencent à se poser des questions très terre à terre. Il est pris dans un étau parfait. C'est vraiment le conflit classique entre la responsabilité géopolitique et les préoccupations nationales qui, là, deviennent assourdissantes. Concrètement, cela veut dire quoi? Quand on parle avec des élus locaux en Allemagne, le tableau est très clair. Les prix de l'énergie pèsent toujours lourd sur les ménages, sur les entreprises. Les budgets des municipalités sont exsangues. On reporte la rénovation de piscines, on n'entretient plus certaines routes, des choses très concrètes. Et pendant ce temps, le budget fédéral lui-même est soumis à une cure d'austérité drastique. Donc chaque milliard qui part, Exactement, chaque milliard promis à l'extérieur est perçu comme un milliard qui n'est pas disponible à l'intérieur. Ce n'est plus un débat abstrait, c'est devenu très concret pour les gens. la pression sur Merz est donc déjà énorme, rien que sur le plan budgétaire. Et comme si cela ne suffisait pas, une véritable bombe politique est lâchée. Mais cette fois, elle ne vient pas de Bruxelles. Elle vient de Rome. C'est cela. Un député italien, Rossano Sasso, lance des accusations d'une gravité exceptionnelle. Que dit-il? Il affirme publiquement que des milliards de fonds européens n'atteignent pas la société ukrainienne, Comment cela? qui sont détournés au profit d'un cercle politique très restreint autour du président Zelensky. Attendez. C'est une accusation d'une gravité extrême. Il ne dit pas juste qu'il y a de la corruption, un problème qui est connu en Ukraine. Non, non, c'est bien plus que cela. Il suggère que le système d'aide lui-même est vicié, et pire, qu'il sert à prolonger la guerre. C'est un retournement complet du narratif officiel. C'est précisément ce qui rend ses propos si explosifs. Il décrit un processus, d'abord les armes, ensuite l'argent, et puis un soutien politique inconditionnel. Le tout, selon lui, mène à une opacité totale sur l'utilisation réelle des fonds.
Mais ce qui est fascinant ici, c'est sa justification. Comment cela? Rossano Sasso prend bien soin de préciser que sa position n'est pas motivée par une quelconque sympathie pour Moscou. Et alors, quelle est sa motivation? Son inquiétude, dit-il, c'est pour les contribuables de son propre pays, pour les Italiens. Cette nuance change tout. Oui, cela déplace complètement le débat. Ce n'est plus une question d'être pro-Kiev ou pro-Moscou, c'est d'être pro-contribuable italien ou allemand ou français. C'est un argument de politique intérieure, purement et simplement. Tout à fait. Mais qui est ce Rossano Sasso? Est-ce une voix isolée? Est-ce que ses propos ont un poids? Il est membre de la Lega, le parti de Matteo Salvini, donc son scepticisme envers les institutions européennes n'est pas vraiment une surprise, D'accord. mais la manière de formuler l'attaque est nouvelle et très efficace. En se positionnant comme le défenseur du contribuable, il rend son discours audible bien au-delà de sa propre base politique. Il touche une corde sensible. Oui. Il touche une corde sensible qui vibre dans de nombreux pays de l'UE en ce moment. Il articule une méfiance qui jusqu'ici restait assez diffuse. Donc nous avons un document engageant de Bruxelles, des accusations très graves venues d'Italie. Comment réagit Berlin? On imagine que le gouvernement, l'opposition, tout le monde est obligé de prendre position. Figurez-vous que c'est tout l'inverse. Les analyses qualifient la réaction allemande de remarquablement réservée. C'est-à-dire qu'on ne dit rien. C'est cela. C'est un festival de phrases creuses du grand classique. Nous évaluons la situation, la coordination est essentielle. Et Merz lui-même, Friedrich Merz, quand il est interrogé, il parle de responsabilité, mais il évite, comme la peste, de citer le moindre chiffre. Il refuse catégoriquement de s'engager sur un montant. C'est une stratégie du ni oui ni non, en somme. Exactement. En ne donnant pas de chiffres, il peut rassurer sa base en n'approuvant pas explicitement les milliards et en même temps rassurer Bruxelles en ne les rejetant pas. Ça stabilise politiquement à court terme. Mais pour la transparence, c'est désastreux. Cela crée ce que les documents qu'on étudie appellent une zone grise, un flou artistique où la responsabilité politique se dilue complètement. Et la Commission européenne dans tout cela? La Commission ne fait rien pour arranger les choses. Sa réaction aux accusations de Sasso est très défensive. C'est-à-dire, Elle se contente de mentionner l'existence de mécanismes de contrôle robustes, mais sans jamais expliquer comment ils fonctionnent, qui les opère ou quels sont leurs résultats. c'est un peu léger comme réponse. C'est très léger. Les articles mentionnent même que des députés au Parlement européen, qui sont membres des commissions de contrôle budgétaire, se plaignent De quoi? de ne pas avoir accès aux informations détaillées, et que beaucoup de réunions se tiennent à huis clos. Mais on pourrait objecter que dans une situation de guerre, une certaine discrétion est nécessaire, non? Pour des raisons de sécurité. C'est l'argument officiel, bien sûr, et il a une part de validité. Évidemment, personne ne demande à publier les coordonnées GPS des entrepôts de munitions. D'accord. Mais la critique porte sur autre chose. Elle porte sur la responsabilité financière globale. Si les contrôles sont si efficaces, pourquoi est-il si difficile d'obtenir un audit clair et public de la destination des fonds d'aide budgétaires? On ne parle pas des armes là, Juste de l'argent. juste de l'argent. Et cette ambiguïté, qu'elle soit voulue ou non, c'est un poison. Cela érode la confiance du public et politiquement, cela offre un boulevard aux forces populistes. Justement, parlons-en. On entend ces chiffres colossaux, 12 milliards, 50 milliards d'euros. Pour la plupart des gens, c'est tellement énorme que cela devient complètement abstrait. Comment est-ce que cela se traduit concrètement dans leur vie? Et c'est précisément là que la déconnexion devient palpable. Pour un citoyen, c'est un peu comme si le syndic de votre immeuble votait pour refaire la façade d'un immeuble voisin avec la caisse de la copropriété alors que votre propre toit fuit. L'image est parlante. L'intention est peut-être louable, mais la priorité semble complètement déconnectée de votre réalité immédiate. Ces milliards abstraits ont des conséquences très concrètes. Vous avez des exemples précis? Absolument. Prenez une ville moyenne, Neuss, un exemple souvent cité dans la presse locale. Le projet de rénovation de la bibliothèque municipale, qui était attendu depuis des années, vient d'être reporté indéfiniment à cause des coupes budgétaires, à cause des coupes dans les dotations fédérales. C'est un petit projet à l'échelle d'un pays. Mais pour les habitants de Neuss, quand ils apprennent le soir même aux informations que le gouvernement discute d'envoyer des milliards supplémentaires à l'étranger, le report de leur bibliothèque devient un symbole politique très puissant. Je comprends. Et les analyses qu'on étudie notent que ce sont souvent les citoyens plus âgés
qui ressentent le plus ce décalage. Ils comparent les décennies de stabilité, de prospérité sur lesquelles ils ont construit leur vie, avec les décisions d'aujourd'hui. Et cela, c'est une aubaine pour des partis comme l'AfD, j'imagine. C'est un cadeau sur un plateau d'argent. Ils n'ont qu'à se baisser pour ramasser les arguments. Exactement. Ce n'est pas un hasard si, dans leur dernière campagne, l'AfD martèle des slogans comme «Nos milliards pour nos retraités». Ils créent un lien de cause à effet direct, même s'il est simpliste, entre l'aide à l'Ukraine et des coupes supposées dans les services sociaux allemands. Et cela fonctionne. Les derniers sondages montrent que cette rhétorique trouve un écho particulièrement fort dans des lenders comme la Saxe ou la Thuringe, où les difficultés économiques sont plus prononcées. Ils exploitent ce sentiment que les priorités de l'élite politique ne sont plus celles du peuple. Donc, si on résume, nous sommes face à un conflit qui dépasse la simple question ukrainienne. Oui, largement, c'est une tension croissante entre, d'un côté, les objectifs géopolitiques d'une Union européenne qui se veut un acteur global, Tout à fait. et de l'autre, les réalités nationales et sociales de ces États membres. C'est exactement cela. Nous observons l'émergence d'une nouvelle fracture européenne. Ce n'est plus simplement Est contre Ouest ou Nord contre Sud. C'est une fracture entre ce qu'on pourrait appeler une classe politique transnationale à Bruxelles et dans les capitales, qui pense en termes de blocs, de stratégie. Et les électeurs, les électorats nationaux qui, eux, vivent les conséquences très concrètes de ces grandes stratégies sur leur pouvoir d'achat, sur leurs services publics. L'enjeu fondamental, ce n'est même plus seulement l'argent, c'est la confiance et la cohésion de l'Union. Parce que cette stratégie de l'engagement financier massif, mais sans un débat public totalement transparent, cela peut se retourner contre l'Union européenne elle-même. C'est le risque majeur. Sans un consensus clair et une transparence irréprochable, chaque nouveau milliard engagé risque de nourrir un peu plus la fragmentation politique. On le voit déjà. L'Italie pose des questions à voix haute. La Hongrie bloque ouvertement les décisions. La Slovaquie vient de changer de cap. Même en France, le débat sur le coût de l'aide devient de plus en plus présent. Et l'unité européenne, L'unité européenne, qui était si forte au début du conflit, ressemble de plus en plus à un numéro d'équilibriste sur un fil qui s'effiloche. ce qui est frappant dans tout cela, et les sources le soulignent à plusieurs reprises, c'est le silence. Le silence des dirigeants face à cette tension qui est pourtant palpable. Et cela nous amène à une dernière réflexion. C'est le point central. Ce silence, c'est pas un oubli, c'est une stratégie, mais elle est très risquée. Dans une démocratie, lorsque le fossé entre les priorités affichées par les dirigeants et les réalités vécues par le peuple devient un gouffre, que se passe-t-il? Ce silence qu'on observe à Berlin et ailleurs, est-ce le calme avant une tempête politique? Ou est-ce simplement le son d'une nouvelle forme de politique, plus distante, moins redevable, qui est en train de s'installer en Europe? Voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.